tout ça pour créer l'équilibre de la terreur. Donc, il ne va jamais accepter. Et IB. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Vous aurez compris que le débat n'était pas encore terminé en studio. Nous allons plutôt parler à présent du Mali et de l'affaire d'équipement militaire, la prison à vie requise contre plusieurs hauts cadres. Le Mali a requis, ou bien le ministère public a requis la prison à vie contre plusieurs anciens hauts cadres, disons-le comme ça, de l'administration d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Il s'agit essentiellement de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé ainsi que certains collaborateurs. Ils sont accusés de détournement et puis aussi de mauvaise gestion dans cette affaire d'achat d'avions présidentiels et d'équipements militaires, de corruption. Plusieurs faits sont retenus contre eux: faux et usage de faux, atteinte aux biens publics, blanchiment de capitaux et complicité. Ils encourent des peines allant jusqu'à la prison à vie. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, l'homme d'Almeida, l'ancien Premier ministre, puisque c'est lui la figure la plus connue parmi les accusés. L'ancien Premier ministre Boubou Cissé, d'ailleurs en exil, il n'est plus au Mali, est accusé dans cette affaire d'équipement militaire. Il encourt jusqu'à la perpétuité. Oui, même si beaucoup d'entre eux ne sont pas sur le terrain et qu'ils ont été condamnés par contumace, la symbolique est très importante dans ce cadre-là. En tant que citoyen, on se demande comment est-ce que ces hauts dirigeants arrivent à détourner ou bien à conduire avec autant de légèreté des projets de souveraineté, des projets qui vont permettre à leur pays d'être plus résilient, plus fort pour mieux défendre l'intérêt de leur population. Donc on se demande pourquoi et comment cela arrive. C'est irréaliste que 20 milliards puisse disparaître comme ça, un projet de 20 milliards puisse ne pas aboutir et que pendant très longtemps, puisque ça fait plusieurs années, c'est depuis 2014 en allant, aujourd'hui nous sommes en 2025, pratiquement plus de 2026, pratiquement plus de 10 ans après, on n'a pas tiré au clair cette affaire. Beaucoup diront que c'est une chasse aux sorcières, mais la répétition se nourrit de l'impunité. Il est important qu'à un certain moment, on puisse donner un signal fort aux dirigeants, aux populations, qu'il faut conduire les affaires de la nation avec beaucoup de sérieux, surtout sur le plan militaire. Sur le plan militaire, il s'agit de la souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté, on en parle un peu partout, c'est un thème galvaudé, mais c'est très important. Si les Européens ont pu nous coloniser, c'est parce qu'on était faible militairement. Si aujourd'hui, des pays se permettent d'aller attaquer d'autres pays ou bien se permettre d'aller choper d'autres présidents, c'est une question de puissance militaire. Le monde malheureusement, c'est ça. Les empires, les États vivent sur la puissance militaire. C'est la puissance militaire qui peut vous permettre de vous protéger contre les forces en interne, puisque aujourd'hui, dans ces pays-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de djihadisme, il y a des problèmes en interne sur le plan sécuritaire. Mais si l'armée n'est pas équipée, comment est-ce que l'armée peut sécuriser en interne? Si l'armée n'est pas équipée, comment est-ce que l'armée peut se protéger contre des forces externes? Vous avez vu même, on parle du Niger, c'est ceux du Mali. Mais à côté, leur frère de l'AES, le Niger, avait été menacé d'être attaqué par le Nigeria et la France et d'autres pays de la CEDEAO. Donc si vous n'êtes pas fort, tout le monde peut vous attaquer et ce n'est pas bien pour la population qui du jour au lendemain se retrouveraient fugitifs ou bien seront massacrés. Quand il y a la guerre entre l'Israël et la Palestine, on voit combien de personnes, combien de civils meurent tous les jours. Donc c'est important qu'on puisse on puisse siffler la fin de ces genres de pratiques dans la gouvernance de nos nations en Afrique pour que l'Afrique soit plus forte. Vous savez, le monde qui est en train de bouger, si jamais il y a une troisième guerre mondiale, mais c'est l'Afrique qui sera la réserve et pour les pays en termes de ressources, la réserve en termes de bras humains. Et nous serons, les laisser pour compte dans cette affaire. Okay? Et il est important que nos nations se renforcent. Merci beaucoup à vous, l'homme. Je reviendrai à vous pour un autre aspect de la question. On y reviendra tout à l'heure. Mais bien avant, Tchaboré, je voudrais d'abord avoir votre réaction à chaud. On requiert plutôt la prison à vie
contre certaines personnalités, dont Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, et il était Premier ministre au moment des faits. C'était en 2015 que le Mali a fait ses commandes pour des avions militaires aussi, avions présidentiels, mais aussi des appareils militaires, véhicules blindés. On les accuse de surfacturation, de mauvaise gestion, de détournement, de blanchiment de capitaux. Le procès a repris. On requiert contre lui, surtout, Boubou Cissé, la peine à vie. La prison à vie. Je crois qu'il faut préciser que ça c'est une réquisition du ministère public. Bien pour sûr, le moment, on n'a pas encore le verdict. On n'a pas encore le verdict. Je crois que c'est très important de le préciser. Mais également, je crois qu'il faut se poser un certain nombre de questions, qui sont des questions légitimes. Pourquoi une telle somme avait été débloquée? C'est important qu'on puisse le savoir. C'était pour acquérir des armes, faire un réaménagement, faire en sorte que le Mali puisse avoir le matériel nécessaire pour faire quoi? Pour combattre le djihadisme. Les rebelles à l'époque, on était en 2015, il faut rappeler le contexte. Justement, c'est très important. Alors là, dans ces situations où on remet une somme à une équipe dont le Premier ministre, 60 millions de dollars, et le chef du gouvernement est là pour y veiller, et c'était pour la sécurité du Mali, et on dit que ces fonds sont dilapidés, il y a une mauvaise gestion. Je pense qu'à la limite, même la justice pourrait peut-être parler de crime. Parce que lorsqu'on veut acquérir ces anciens, pourquoi? C'est pour protéger la population malienne. Et si les gens sont arrivés à pouvoir détourner ces sommes, à faire la surfacturation, faire en sorte que le projet ne puisse pas aboutir, moi je pense, à mon avis, que c'est un crime. Maintenant, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que les gens pourraient peut-être parler de la chasse aux sorcières. Mais est-ce que les faits sont là, oui ou non? La question mérite d'être posée. Les faits sont là. Et on fait confiance également à la justice malienne qui a des éléments nécessaires pour pouvoir poursuivre, comme ils sont en train de le faire, ces personnes qui sont citées. Donc, je pense qu'il faudrait que la vérité sorte. Si, dans les réquisitions, dans les plaidoiries, et le juge estime que ce n'est pas vrai, qu'il y a des zones d'ombre, il avisera. Mais pour le moment, c'est une enquête qui a été procédée, c'est une procédure qui est en cours et qui a fait ressortir ces malversations. Je pense qu'il faudrait quand même que les gens racontent. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'en décembre dernier, lorsque Assimi Goïta prononçait son discours, il avait soulevé qu'il n'y aura plus d'impunité, que personne n'est au-dessus de la loi. Je le cite comme ça. Donc je pense que c'était déjà prévisible. Maintenant, il faudrait laisser que la justice fasse son travail. C'est une grande juridiction qui a à charge ce dossier. Et nous pensons que le Mali, ou bien la justice malienne, peut quand même arriver à élucider ce qu'il y a, les zones d'ombre, savoir si oui ou non ceux qui ont été cités sont vraiment coupables. Et s'ils sont coupables, je pense qu'il faut y répondre. Il faut y répondre, c'est très important. Et que ce ne soit pas seulement qu'au Mali, partout ailleurs, parce que c'est très important. C'est un bien public. Au-delà de tout, cet argent, c'est un bien public et qu'un bien public doit être géré d'une manière ou d'une façon convenable. Merci beaucoup à vous, Brahima Tchaboré. Alors, Robert Kassigan a quitté, le procès est lancé en fin 2025, est suspendu, on y reviendra ce 29 janvier, mais bien avant, il faut noter que c'est la peine de prison à vie qui est requise contre l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, qui était ministre des Finances à l'époque. Nous sommes en 2015 quand le projet a été lancé. Il est venu aux affaires juste après. Il a hérité du dossier. Après l'audit, on montre qu'il y a eu des blanchiments d'argent, mauvaise gestion de façon globale, avec tous les détails que la justice pourra fournir. On requiert contre lui la prison à vie. Ils sont 4 dans ce dossier à être visés par les enquêteurs de la justice. Oui, c'est malheureux parce que, vous savez, quand on sort de l'argent pour équiper l'armée d'une nation, qui est d'ailleurs assaillie de tout part par les terroristes, et que cet argent soit utilisé à d'autres besoins, je pense quand même que à des besoins à caractère personnel, je pense quand même que c'est plus que criminel. Alors, sauf que Boubou Cissé dit que en première instance, il n'a pas été cité dans le dossier. Et que ce n'est que quand le dossier est arrivé à la Cour suprême, lui pense qu'il y a eu immixtion du pouvoir de l'autorité à la tête de l'État. Voilà, il a eu immixtion du pouvoir dans la justice. Donc, pour lui, il n'était pas dedans au bas échelle, et donc il ne comprend pas pourquoi c'est au niveau de la Cour suprême
on doit les citer. Comme l'a dit mon confrère de plateau, c'est normal que la justice puisse situer les responsabilités et que si Boubou Cissé il fait compris, alors qu'il soit jugé. Parce que s'il y a eu changement de main à la tête de l'État du Mali, c'est à cause justement du manque d'équipement à l'armée. Et c'est ça que les officiers d'antan de l'armée malienne alors reprochaient à Ibeka. Et c'est ce que même la population, conduite dans le temps par l'imam Diko, reprochait à Ibeka que voilà, les terroristes sont en train de descendre au Mali, mais il n'y a pas de répondant. Les forces maliennes n'ont pas de puissance de feu pour les chasser. Alors, s'il y avait eu de l'argent qui a été débloqué pour ça, et que des Maliens à la tête aux affaires dans le temps l'ont pris, l'ont détourné aux fins personnelles, je pense quand même que la justice doit avoir la main lourde. Sauf que la justice aura sur son chemin des avocats qui vont alors organiser le business de la société civile, qui vont les décrier ici par là, que voilà, les droits de l'homme, ici, vous savez, si aujourd'hui tout le monde haït le président Talon, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour lutter contre la corruption. Vous savez, c'est des nids de détournement de deniers publics qui va dans l'intérêt de certaines personnalités. Alors pour boucher ces trous-là, ça amène beaucoup de combats, de communication. Alors il va falloir que le pouvoir malien explique à chaque fois à la communauté nationale et internationale ce qui se passe justement sur ce dossier pour que voilà, leur opinion puisse être écoutée et que les uns et les autres puissent alors arriver à faire une idée de ce qui s'est réellement passé. Il faut beaucoup de communication sur cette affaire-là pour que voilà, le business de l'appareil des sociétés civiles ne puisse pas nuire à cette éducation qu'on veut faire aux cadres qui gèrent l'administration malienne et de tous les autres pays. Parce que pour certains, le détournement, c'est un sport, c'est un sport favori. Alors il faut que l'État sévit pour que les autres se corrigent et qu'ils savent en eux que voilà, servir l'État, c'est plutôt servir tout le monde et non se servir. C'est important. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiga. Écoutez, je reviens à vous, Elan Dalmeda. La question pose aussi un autre problème de fond, les divergences d'appréciation quant à la gestion du Mali. Aujourd'hui, on sait que certains anciens cadres comme Boubou Cissé ont une autre appréciation de la gestion de la situation. Vous l'avez dit, ou bien le confrère Tchaboré l'a dit. Il estime qu'il n'était pas dans le dossier dès le début, puisqu'à la base, en 2015, ce n'était pas lui le ministre des Finances à l'époque. Il a succédé à Mamadou Igor Diarra en 2016. Il a hérité du dossier. Mais au final, eux tous qui ont travaillé sur le dossier se retrouvent dans cette affaire. Mais on connaît aussi la position de Boubou Cissé sur la gestion actuelle du Mali. Est-ce que cela aurait peut-être eu une influence par rapport au fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans l'affaire et qu'on requiert contre lui personnellement la peine de prison à vie, mais d'un autre côté, comment comprendre que dans ce contexte où le Mali fait face, à l'époque on les appelait les rebelles du Nord, à leur menace de prendre le Mali, de faire tomber Bamako à l'époque, ce qui a conduit d'ailleurs à l'accord d'Alger en 2015, que dans ce contexte on fasse des commandes d'équipements militaires et qu'on se retrouve avec des surfacturations ou tout ce qui aurait pu faire que l'armée malienne n'ait pas pris le dessus sur les rebelles. Oui, vous savez que ça, il se pose le problème de régime démocratique, régime issu de coup d'État, régime déception, bien de transition. Tous ces concepts-là, malheureusement, quand le business de la démocratie aussi rentre en jeu, comme le business de la société civile, tout le monde dit que ce régime-là n'est pas démocratique. Si le régime n'est pas démocratique, ça ne veut pas dire que si le régime n'est pas, c'est-à-dire élu et choisi à travers les urnes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poursuivre les crimes économiques de ce genre. Et c'est ça même. Est-ce que le fait que Boubou Cissé ait des positions contradictoires à celles des autorités maliennes aurait peut-être eu une influence sur sa position, ou bien le fait qu'il se retrouve dans l'affaire finalement, selon vous? Oui et non.
oui, on ne peut pas l'exclure. Mais aussi, il faut savoir que quand il est venu aux affaires, est-ce qu'il a monté patte blanche? Quand il est venu aux affaires, est-ce que lui-même, il a fait au moins le compte rendu? Sinon, il y a des notes administratives en tant que ministre ou bien premier ministre de l'époque, s'il était ministre des Finances, Premier ministre. Puis après, Premier ministre, il ne peut ne pas savoir. Surtout dans cette période-là où on voyait à la télé, sur les chaînes internationales, des colonnes djihadistes monter sur la capitale et condamner des gens à des lapidations. Bon, il ne peut pas dire que pendant cette période-là, il ne sait pas qu'il y a eu des commandes. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas qu'il fallait s'équiper pour faire face à ces menaces-là. Ça a permis même à d'autres, aux forces, aux nations, aux puissances étrangères d'essayer de vassaliser le Mali pendant au moins 10 ans. Et les populations n'ont pas vécu cette période-là en toute quiétude. Donc il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Maintenant, s'il a su, qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, s'il est cité au moment où le dossier a évolué, bon, peut-être qu'il avait échappé au début, mais peut-être que maintenant il a été rattrapé. Nous aimerions que la transparence soit faite, que on situe tout le monde, qu'on mette tout le monde face à leurs responsabilités. Si c'était parce qu'il y a tout un ensemble de techniques, de canaux là-bas qui font que un projet comme ça, c'est comme un éléphant qui est dans une pièce. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc c'est lui-même qui a, si tel est le cas, si c'est que on l'accuse ou bien on a introduit, on l'a inclus dans cette affaire à la dernière minute, c'est parce que il y avait quelque chose. On voulait l'épargner, mais comme il fait le show, on l'a mis dedans. Je crois que il faut quand même, on peut comprendre le Premier ministre Bouba, Boubou Cissé, on peut le comprendre parce qu'aujourd'hui il a des positions qui sont contraires à la position de Bamako. Ça c'est tout à fait normal, nous sommes sur le plan du terrain politique et c'est tout à fait normal. Alors là, si les autorités aujourd'hui de la transition trouvent un canevas, c'est-à-dire qu'une opportunité, et ils se rendent compte que dans le dossier, il y a quelque chose qui peut attacher l'ex-premier ministre, elles vont saisir l'occasion. Maintenant, et puis ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il y a eu des cas. Si vous suivez le procès guinéen, je crois que Bernard Lama, un certain Lama, qui avait dirigé le camp Koundara, qui n'avait pas été, dès l'instruction du dossier, interpellé, aujourd'hui est à la barre. Ça veut dire que le dossier aussi pour le cas de la Guinée, le procès a repris, il y a une deuxième partie du procès. Donc il y a des gens qui sont revenus et qui sont à la barre. Non seulement ils sont à la barre, mais ils ont été écroués. Parce qu'il y a eu l'évolution dans le dossier. Donc je pense qu'il faut voir le problème dans ce sens-là. C'est vrai qu'il peut quand même accuser les autorités aujourd'hui du Bamako pour dire que l'ordre vient d'en haut. Mais lorsque le dossier a évolué et on sent que effectivement il a ses mains derrière, je pense qu'il faut quand même être calme. Je le dis, il y a de grands avocats et lui particulièrement, il a de grands avocats qui le défendent et on pense qu'ils seront quand même à la hauteur et le défendre et prouver effectivement l'innocenté. Mais là où nous sommes, je pense, et je l'ai dit tantôt, on peut le considérer comme étant un crime et je pense qu'il faut que la justice puisse aller au bout pour pouvoir trouver une solution. Alors, pour votre analyse, comment expliquez-vous que dans le contexte dans lequel se trouvait le Mali à l'époque, on entreprenne de faire des commandes militaires et qu'au final on se retrouve avec des fonds détournés? C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave. Alors, dans cette période, le Mali faisait face à une situation où il fallait chercher à protéger la population, acquérir les équipements et protéger la population. Mais c'est en ce moment-là que certains trouvent normal de pouvoir confondre le projet à leur poche. C'est très important. Donc, je pense que c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est ce qu'on n'a pas compris. Et c'est un fait. Peut-être dans beaucoup de pays également, ça se passe. Il faut le relever. Dans beaucoup de pays, ça se passe. Au moment où on est dans une situation d'urgence, on engage des projets, on débloque les sous et à un moment donné, on voit que ces sous ne sont pas allés là où il fallait aller. Donc, je pense que c'est pourquoi, justement, les autorités maliennes doivent réagir vivement pour pouvoir trouver qu'est-ce qui s'est passé en ce moment. Est-ce que c'est vrai que les gens ont détourné les fonds? Qu'est-ce que les gens avaient en tête? Est-ce qu'on ne peut pas supposer que les gens étaient de connivence avec l'ennemi?
Ça aussi sont des questions qu'il faut se poser. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut que le Premier ministre se calme. Pour le moment, il est à l'abri, comme l'ont dit ses avocats. Il est en exil. Mais ses avocats sont là et le procès se poursuit. Il y a des preuves qu'il faudrait montrer pour prouver sa culpabilité. Et si ces preuves sont avérées, moi je pense que c'est de bonne guerre qui puisse être condamné. Croyez-vous en l'indépendance de la justice pour faire uniquement la lumière sans confondre, sans parti pris, justement parce que c'est ce que craignent beaucoup, que ceux qui sont critiques envers le pouvoir de Bamako se retrouvent dans des affaires de justice et qu'ils soient condamnés pas à cause des faits, mais du point de vue de leur position par rapport à la justice. Docteur, je suis parfaitement, je ne suis pas totalement d'accord avec l'indépendance parce que nous sommes en perpétuelle lutte pour une indépendance de la justice aujourd'hui. Ce n'est pas évident dans nos pays que la justice soit totalement indépendante. Mais quand il y a des faits qui sont visibles, dans le cas actuel de l'acquisition de ce matériel, ce sont des faits qui sont des faits concrets. Parce que ça, on ne voit pas. En ce moment, lorsque la justice se prononce, il faudrait que les gens arrêtent quand même de faire croire que c'est une chasse aux sorcières. Ça, sur ce point, il n'y a rien à faire. C'est quand les faits, il y a le flou dans un déroulement des faits qu'on peut peut-être supposer qu'il y a la chasse aux sorcières. Oui, la justice. Mais je dis, on ne peut pas disculper la justice dans nos pays africains. Le problème, il est là. Et on le combat chaque jour et on le combattra chaque jour. Ce n'est même pas dans nos pays africains. Vous avez suivi récemment ce qui s'est passé avec le procès de Sarkozy et autres en France, partout. Donc il y a la justice, c'est toujours la justice. Et maintenant, elle a ses manières de jouer. Mais ceci étant, si nous revenons sur le dossier Malin, moi je pense qu'il y a des faits qui sont là et qui prouvent qu'il y avait eu quand même quelque chose en ce moment-là. Il y avait eu détournement en ce moment. Donc, laissons la justice faire son travail. Merci beaucoup à vous, Bouraïma Tchaboré. Robert Kossigan a quitté. Comment comprendre qu'à l'époque où le Mali faisait face à la menace des rebelles du Nord et aussi aux envahisseurs de façon générale, je veux parler de ces terroristes, de ces groupes qui ont semé la terreur dans certaines parties, notamment Tombouctou et d'autres villes du Mali, qu'on fasse des commandes et qu'on se retrouve au final avec des détournements de fonds. Mais est-ce aussi une garantie aujourd'hui que la justice soit vraiment libre pour faire son travail dans ce contexte où on sait que certains accusés ont une vision différente de la gestion par rapport à ce qui se fait actuellement à Bamako? Oui, vous savez, je l'ai dit tantôt que quand on poursuit les pilleurs de la nation, ce n'est pas toujours un procès de tout repos. Il y a beaucoup d'agitation, surtout de la classe des avocats qui soutient alors ces clients qui souvent sont riches et payent bien leurs honoraires. Et ce n'est pas ces avocats-là, ces avocats qui invitent dans la danse alors la société civile pour réclamer tout ce qui est lié aux droits de l'homme. C'est-à-dire on confond la justice avec des procédures sur les droits de l'homme, la démocratie et tout, pour alors ralentir d'abord la procédure et salir en quelque sorte toutes les décisions qui alors sortiront du procès. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, ces personnalités, s'ils n'ont pas alors commis toutes ces fautes, il va falloir qu'ils le prouvent par leurs avocats, par des documents qui puissent contredire alors l'accusation. Voilà. Mais s'ils n'ont pas des documents qui puissent contredire l'accusation, ça voudrait dire que quelque part, ils ont été comptables de la faute commise. Et cela va les amener à être condamnés. Vous savez, la justice ne parle pas pour rien. La justice se base sur des faits et des preuves. Et c'est sur ces preuves-là que la justice condamne. Vous savez, il n'est pas toujours facile que quelqu'un qui était aux affaires et qui a commis des impairs le reconnaissent devant tout le monde. Non, peut-être qu'ils le savent en eux que voilà, il y avait eu des impairs, mais le reconnaître au vu au su de tout le monde, non, ils ne le verront pas. Peut-être pour protéger leur image ou pour continuer par mener la justice en bateau. Sauf que les militaires aujourd'hui qui sont à la tête du Mali ne vont pas permettre à ce que la justice n'aille pas au bout de cette affaire-là, parce que ça avait mis en péril leur vie, ça avait mis en péril leur honneur, leur dignité, et d'autres même sont tombés au front parmi eux.
Et donc, est-ce que justement il n'y aura pas des élans de vengeance de leurs confrères, non, vous savez, de leurs frères d'armes qui sont tombés, la justice, et que finalement cela pousse à des manipulations de la justice? Du tout, vous savez, la loi, elle est dure, mais elle est la loi. Tout le monde est au-dessous de la loi ou non au-dessus. S'ils avaient bien fait, le procès n'aura pas lieu, où ils seront tous alors libérés. Relaxés. Voilà, relaxés. Maintenant, s'il n'y a pas relax, ça voudrait dire que quelque part, ils ont commis des impairs. Voilà, Boubou Cissé n'a qu'à se calmer. C'est vrai qu'il n'est pas à Bamako, mais s'il est sûr qu'il est innocent, d'un jour à l'autre, même s'il est condamné aujourd'hui, on le reconnaîtra plus tard. Parce que vous voyez, si nous prenons le cas de Nelson Mandela, il avait été condamné pour toutes les accusations. Mais après 25 ou 27 ans, oui, après 27 ans, on l'a encore blanchi, on l'a sorti, il est devenu président. Donc je pense quand même que tous ces accusés n'ont qu'à se calmer et préparer leur défense pour prouver à la justice qu'ils n'avaient pas alors commis ces impairs-là. C'est mieux que de vouloir tout de suite dire que non, l'État va intervenir, l'État va commander, l'État va diriger. Non, l'État va s'immiscer dans ce procès-là. C'est aller trop vite en besogne, selon moi. Merci beaucoup. C'est l'argent de l'État qui a été dissipé et qui a rendu le Mali dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Peut-être que la main à la tête de l'État n'aurait pas changé, on aurait connu un autre pan de réalité. Donc je pense quand même qu'ils doivent se taire pour que la justice soit faite. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette édition.